Vous vous souvenez sans doute, c'était le 12 décembre 2015 que l'historique accord de Paris pour le climat fut adopté. Plus de 190 États se retrouvaient ici à Paris sur une même ligne directrice, sous l'œil à la fois incrédule et ému du ministre des Affaires étrangères de l'époque, Laurent Fabius, pour proclamer leur intention de limiter activement le réchauffement climatique, dangereusement en cours, on le sait, en réduisant leurs émissions de gaz à effet de serre. Alors on sait que c'est un mouvement mondial, inédit, qui était alors proclamé solennellement, mais bien sûr restait l'essentiel. Passer des intentions, des paroles, aux actes. C'est évidemment un défi qui n'a échappé à personne, notamment pour ceux qui sont attentifs aux opinions publiques, notamment du champ démocratique, mais pas seulement, opinion publique mondiale qui est très sensible à cette question. Donc avec les quatre personnalités de cette table ronde, et merci à tous les quatre de votre disponibilité, nous allons réfléchir ensemble, échanger, répondre aux questions aussi. On a à peu près, je crois, on va dire 1h10 ensemble. Nous allons, grâce à vous, mieux cerner les contributions concrètes. On va essayer d'être dans le concret de l'industrie gazière à cet objectif. Déjà à l'échelle du pays France, peut-être aussi de notre Europe. Et quelles ont été en fait en ces 2 années les premières actions concrètement enclenchées et avec éventuellement quels premiers résultats, même si c'est sans doute à l'échelle de l'histoire très, très court, 2 ans. Donc pour nous parler de cet immense défi du point de vue mondial, il est bien sûr très bien placé pour en parler. Merci au directeur exécutif de l'Union internationale du gaz, Mel Hydreos. Merci beaucoup de votre présence. Vous avez d'ailleurs, pour ceux qui en ont besoin, une traduction simultanée à votre disposition qui nous vient du Canada, Toronto. Merci de votre présence ici à Paris. Vous êtes membre de la présidence américaine de l'Union internationale qui couvre la période 2015-2018. Puis vous pourrez nous dire, sans doute, dans l'échange ou dans votre propos, donc chacun 7-8 minutes dans un premier temps, puis on échangera ensuite avec les questions de la salle. Vous pourrez nous dire dans quelle mesure les déclarations devenues célèbres du président Trump de retrait des accords de Paris impactent, ou non, ou modérément, les intentions des industriels du gaz d'Amérique du Nord. Pour évoquer ce mouvement d'intention, déclaration d'intention internationale, nous avons aussi la chance d'avoir ici François-Régis Mouton, qui est président du Gas Committee, International Association of Oil and Gas Producers. Excusez-moi, mon anglais est assez Frenchly, qui est, je crois, implanté à Bruxelles. Vous avez été aussi, jusqu'à mai dernier, parmi divers titres, président de Gas Naturally, grande organisation qui réunit des acteurs mondiaux. Et vous êtes vice-président Gas Advocacy à Total Gaz, branche énergie renouvelable. Donc merci à vous, François-Régis Mouton. Hervé Casterman, merci également de votre disponibilité. Vous nous livrerez la vision du grand opérateur français Engie en complément des propos introductifs du directeur général adjoint, puisque vous êtes, vous, directeur environnement de la grande entreprise Engie, et vous détaillerez sans doute les actions mises en œuvre depuis la COP21 par l'industrie gazière, puisque vous avez été président, je crois, de la commission environnement de l'association qui nous réunit ici pendant 2 jours. Enfin, Dominique Mauchly, merci beaucoup. Après votre parcours à Areva, en 2016, vous avez pris la direction générale de TIGF, vous connaissez, transport, infrastructure, gaz de France, Gaz France plus exactement. Vous compléterez le panorama, à votre manière, des contributions à la limitation des émissions de gaz à effet de serre. Les bilans pour vous, les points positifs et les points négatifs aussi qu'il ne faut pas occulter pour progresser. Avec vos propos, après votre propos liminaire de 7-8 minutes également, nous dialoguerons ensemble et la parole vous sera donnée pour des questions dans la salle. Notons aussi que je crois que vous avez été parrain de la catégorie développement durable RSE aux étoiles de l'économie 2016.
beau titre aussi dans votre palmarès. Voilà, merci beaucoup. Peut-être Amel Idreos d'avoir la primeur de ces 7-8 minutes pour donner en quelques mots votre panorama des progrès accomplis ou non, ou passés rapidement en la matière. Well, first and foremost, thank you very much for the invitation to participate. I have a lot of friends in the room who are very active participants in the IGU, and the IGU really benefits from the French leadership in not only the executive committee, but all the committees that operate under the IGU. Jerome's remarks reminded me of a quick story that I'm going to have to tell you about where I live in Toronto, Ontario, Canada. Ontario is the 4th largest electricity consuming jurisdiction in North America. A very large province. We peak at about 27,000 megawatts. And the provincial government decided to completely phase out coal from its power generation. Of course, we were delighted by that, and in the process, we installed over 8,000 megawatts of combined cycle gas plants. And then the province brought its long-term energy plan out, and much to our shock and surprise, there wasn't a single reference to natural gas. Basically, we fell asleep at the wheel. And it's a real lesson for all of us that where you think things are coming your way, unless you constantly remind politicians and policymakers what the value equation is, you might be forgotten. And in the same way, I think we need to constantly advocate for the right place of our product all around the world, and that's what we're trying to do. But let's get to COP21, a very historic event. The IGU participated at COP21. And let's just take stock where we're at 2 years later. 167 of the 190 parties that signed up to the Paris Accord have now ratified their commitments. Their INDCs became NDCs, Nationally Determined Contributions. Perhaps, as we know, the USA recently announced that their intention to leave the accord. They're still in the 160 number. And ironically, over the weekend, there was some discussion perhaps of some movement with respect to that, perhaps negotiating the terms of the agreement as opposed to a complete exit. And perhaps the most ironic thing is that the USA has led the world in terms of reducing carbon emissions. In fact, at the time of their INDC submission, they were over 50% of their target accomplished. And natural gas played a very large role in that, in power generation. And let me give you some numbers that are very interesting. Last year, in 2016, CO2 emissions in the US fell by 1.7%, while GDP grew by the same 1.7%. In 2005, that number was even more impressive because CO2 emissions fell by 2.7%. So if we go back to 2005 to 2016, a whopping 14% reduction in CO2 emissions in the US. And in the latest IEA outlook, they indicate that at least for the last 3 years, we have plateaued the global CO2 emissions, largely because of the US and China. Now, what's interesting is, we all know Germany is the leader in the deployment of renewable energies, but ironically and regrettably, when you look at their performance in terms of CO2 reduction since 2009, it has remained flat. And it's flat because they choose to go to coal, displacing natural gas, and therefore all the benefits that you get from the massive deployment of renewables are negated by that movement back to coal. And I predict, and it's my own prediction, that Germany will not meet its 2020 target because of that decision.
it'll be very, very difficult to turn that around and meet their 2020 target. So what are we seeing? We're seeing some leadership around the world on this issue. Canada introduced a national carbon price, but with the flexibility of having the provinces choose the manner in which they price carbon to the economy. So some provinces have gone cap and trade, some provinces are going direct tax. So there's that flexibility, but it is a national policy. Last November, Prime Minister Modi of India openly declared that India's economy is moving to a gas economy. And it's moving to a gas economy not only to meet the climate change goals, but to deal with the severe air quality problems that they have in their megacities, but also lift people out of energy poverty, which is a very, very big issue in India. So we're seeing definitely some movement. I like to conclude by saying that the future of gas within the context of climate change is still uncertain. We know we have a great role to play, and we got to continue to tell our story and convince the policymakers, but gas plays in the margin, and gas is very influenced by political decisions around electricity systems, and we must remind ourselves that that is the reality and why we need to continue to advocate strongly for our product. And as was mentioned earlier today, gas is a flexible fuel. I was at a recent G20 meeting that was held in Berlin under the German G20 presidency. And the president of the G20, the German G20, said, "We did a lot of right things, but we also did some not so good things." And the single thing that they made an error with, admittedly, is that they focused singly on the power generation sector and said what we should have done is have taken a much more holistic view of CO2 emissions, looked at buildings, transport, power generation, and all that. The other interesting fact about the US, by the way, just this year, the transport sector has now is exceeding the power generation sector in terms of CO2 emissions. The transport sector has crossed over the power generation sector. So anyway, I'll conclude my remarks there, and I look forward to your debate and questions. Thank you. Merci beaucoup, Mel Hydréos, de la précision du premier panorama et des précisions chiffrées qui rappellent à la fois les perspectives assez longues sur 2005 à 2016 par exemple, en rappelant les efforts et les résultats de réduction aux États-Unis, y compris d'émissions de CO2. Vous avez évoqué le plateau, c'est votre expression, hein, en particulier dû quand même aux États-Unis et à la Chine. On voit bien que ces deux grands pays sont en match de progression. En tout cas, c'est le défi qui leur est lancé. François-Régis Mouton, merci beaucoup de prendre la parole également dans un premier temps pendant 7-8 minutes sur votre appréciation à la fois des données qui viennent d'être rappelées et puis de votre perspective à vous sur ces enjeux climatiques qui concernent la France et l'Europe. Merci beaucoup. Oui, donc moi je vais un peu partager avec vous d'une manière totalement, on va dire, désordonnée et non organisée mon expérience quand j'étais à Bruxelles pour IOGP, International Oil and Gas Producer Association, président de Gaz Naturally, qui a été en fait la première fédération et réorganisation de toutes les activités d'advocacy gaz à Bruxelles. Et je dirais, et pourquoi je vais partir de là, parce que on va aboutir en fait en novembre-décembre 2015 à la présence de toute l'industrie gazière européenne qui avait un stand en fait à la COP 21 pour la première fois. Et donc pour nous c'était vraiment une première, et tout ça a été une démarche qui a été permise par une prise de conscience
qui était due à la crise de 2008, mais qui a aussi fortement impacté l'industrie gazière à la fin des années 2000, par le simple fait que la consommation gazière entre 2008 et 2014 a énormément chuté en Union européenne. Elle s'est reprise depuis, comme l'a rappelé très justement Jérôme. Mais à l'époque, on avait perdu plus de 20% de la consommation en 4-5 ans, quoi. Donc c'était un peu assez dramatique. Et quand j'étais arrivé à Bruxelles, je me suis rendu compte que chaque association gazière, que ce soit Amont, IOGP ou transport ou distribution avec Eurogaz, etc., avait sa propre petite activité d'advocacy, qu'il en était assez fier d'ailleurs, qu'elle en était assez fière, mais qu'il n'y avait pas vraiment de coordination, même pas du tout de coordination, et il n'y avait pas non plus de, comme on dit en anglais, de forum ou d'endroit où ces associations pouvaient échanger. Et donc on demandait un rendez-vous avec le directeur général énergie de la Commission européenne d'une manière totalement désordonnée et non coordonnée. Donc c'était très ennuyeux. Et donc il a fallu réaliser les enjeux. Donc cette crise nous a permis de réaliser ce qui était en cause, parce que jusque-là... Oui, d'un mal vient toujours un bien parfois, oui, en l'occurrence ça a été le cas. Et deuxièmement, il a fallu identifier les ennemis. Quel était notre ennemi. Et je me souviens que dans les années 2010 encore, l'ennemi pour la plupart de nos industries, en particulier, j'ose le dire, l'organisation à laquelle j'appartiens, International Oil and Gas Producer Association, les ennemis, c'était les renouvelables, il faut pas se leurrer. Et donc pendant 4-5 ans, il a fallu faire un peu une révolution culturelle interne d'abord, et puis un renversement des alliances, parce que le gaz, j'ai coutume de parler à l'imparfait en disant c'était une énergie fossile. Mais aujourd'hui, pour moi, le gaz n'est plus une énergie fossile, c'est vraiment, comme l'a rappelé Jérôme, l'allié des renouvelables, et comme l'a rappelé Didier Holleaux tout à l'heure. Et donc, il faut vraiment que les politiques arrivent à comprendre que le gaz naturel, et le biogaz a fortiori évidemment, mais même le gaz naturel a des caractéristiques qui font de lui qu'il n'est plus du tout de facto l'allié, par exemple, du charbon. Bien évidemment, c'est tout le contraire. Est-ce qu'on peut parler d'une transformation de paradigme pour le gaz finalement ? C'est absolument le cas. C'est absolument ce qui s'est passé. Et l'objectif est donc de devenir ce que les Anglais appellent le law taker, de devenir un lawmaker, et de changer un paradigme aussi de l'approche du politique, qui est de dire, au lieu de dire moi je ne vais pas influencer les politiques, ce n'est pas mon rôle, de dire oui, je vais influencer les politiques, Mel l'a très bien rappelé tout à l'heure, et comme le disait un des grands patrons de la Gas Advocacy de Shell il y a quelques années que je rencontrais, qui était l'ancien ministre des Affaires étrangères néerlandais, qui me disait, mon père me disait toujours, l'immobilier c'est la localisation, la localisation, la localisation. Et pour le gaz naturel, tu apprendras que pour le gaz naturel c'est regulation, regulation. Parce que le gaz naturel peut être complètement, à chaque fois, remplacé dans tous ses usages. Et dans ce contexte-là, seule la régulation et la valorisation des avantages du gaz naturel peut être une solution. Et je dirais donc... Et dans la perspective de l'après COP21, est-ce qu'on peut dire ou pas, en quelques mots, s'il y a eu accélération de la transformation ? Alors, absolument. Et donc j'allais y venir, merci Jean-Philippe. Donc à la COP21, on a eu ce stand à Paris. Il y a eu une trentaine de délégations internationales qui sont venues nous voir parce qu'en fait on était en train de promouvoir l'alliance gaz renouvelable. C'est ce qui a beaucoup intéressé en fait les délégations internationales, et on a organisé une conférence avec le président de Solar Power Europe et le directeur exécutif de Wind Europe et moi-même. Donc du coup, on avait vraiment les trois énergies, éolien, solaire et gaz, qui parlaient ensemble à la COP21. Et ça a été très fort. Et donc maintenant, je vais en arriver post-COP21. Qu'est-ce qu'on a fait ? Ce qu'on fait en fait depuis la COP21, c'est que on développe énormément ce dialogue gaz renouvelable, et d'une manière, je dirais parfois, qui est encore plus volontaire du côté des renouvelables que du côté du gaz, qui est quand même assez étonnant et assez intéressant et très prometteur d'avenir. Et on commence à voir des résultats, je dirais, de cette advocacy dans les législations.
et les propositions législatives. Exemple. Alors, exemple, absolument. On a essayé avec, à la mi-2016, il y avait une sector inquiry, une enquête sectorielle de la DG Concurrence sur les capacity remuneration mechanisms, les mécanismes de rémunération de capacité. Et on a dit, sans absolument parler de niveau, on a dit qu'on souhaitait qu'il y ait, pour pouvoir accéder à ces rémunérations de capacité, qu'il y ait un critère CO2 qui soit inclus. Alors il y a aussi le critère de flexibilité, il y a d'autres critères, mais on souhaitait qu'il y ait aussi un critère de CO2. Ça nous paraissait normal et souhaitable. Eh ben, la Commission a proposé ça dans son paquet Clean Energy for All Europeans du 30 novembre dernier. Donc il y a un critère. Alors il est débattu parce que d'aucuns disent qu'il est un peu trop bas, mais il n'empêche que le principe est acté. Il convient aux CCGT gaz et aux open cycle de nouvelle génération. Et donc, si vous voulez, j'ai coutume de dire que l'alliance gaz renouvelable dans l'advocacy, elle est quasiment irrésistible pour un politique. Et j'en reviens complètement aux deux discours précédents. Ça ouvre quand même des perspectives beaucoup plus favorables, je dirais, pour notre industrie d'une part, mais je dirais pour la planète et la protection du climat d'autre part. Et j'en resterai là pour le moment, Jean-Philippe. Merci beaucoup. On peut vous applaudir, évidemment, sur ce qui n'est qu'un premier tour de table, vous l'avez bien compris. Merci à Hervé Casterman de nous dire, pour sa part, sa vision en tant que représentant d'un grand opérateur français des évolutions qui ont eu lieu concrètement et donner quelques exemples illustratifs de cette transformation. Le mot est à la mode pour les pouvoirs publics comme pour les puissances privées pour s'adapter notamment aux défis de la transition écologique. Merci. Alors, je vais remonter un petit peu dans le passé, je vais remonter il y a 2 ans. Il y a 2 ans, on était quelques semaines avant la COP 21 et l'enjeu était extrêmement ambitieux puisqu'il s'agissait tout simplement de trouver une suite au protocole de Kyoto qui avait été signé en 1997, qui avait eu le mérite de lancer vraiment l'action de lutte contre le changement climatique, 5 ans après la création de la Convention cadre des Nations Unies sur le sujet, mais qui avait eu le défaut de laisser sur le bord de la route un certain nombre d'acteurs et non des moindres. Je pense notamment à la Chine, l'Inde, qu'a évoqué Mel, par exemple, et les États-Unis. Ils ne sont pas les moindres. Oui, et ce qui fait qu'au final, le protocole de Kyoto ne couvrait que 25% des émissions mondiales. Alors, la COP 21 était présentée comme la COP de la dernière chance si on voulait pouvoir négocier un accord qu'on puisse mettre en œuvre dès 2020 pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et planait encore le spectre de Copenhague, ce qui fait que il y a 2 ans, jour pour jour, les avis étaient encore assez partagés sur les chances de succès de la COP 21. Alors finalement, avec l'accord de Paris, la COP21 s'est révélée un succès. Alors qu'est-ce qui justifie, qu'est-ce qui a pu expliquer ce succès ? D'abord la motivation des acteurs que j'évoquais, notamment les pays émergents, mais aussi les États-Unis de Obama, et l'accord qui avait été signé quelques semaines avant la COP21 entre les États-Unis et la Chine témoignait de cette volonté. J'évoquerai aussi la mobilisation des pays insulaires, qui sont vraiment montés au créneau, voyant le risque que représentait le changement climatique pour leur avenir. Alors bien évidemment, on a souvent souligné aussi l'habileté de la diplomatie française, puisque je me souviens qu'à la fin de la première semaine de la COP 21, on était quand même assez dubitatif sur notre capacité à aller jusqu'au bout. Il y avait déjà le scepticisme qu'on entend souvent en France, trop parfois. Mais pas uniquement en France. Et pas seulement en France, oui. Mais qui avant l'heure, prédisait des mauvais résultats. Or. Et puis, j'ajouterais une autre raison qu'on voit pas très souvent souligné, c'est la mobilisation de ce qu'on appelle les acteurs non étatiques. Alors non étatiques sont bien sûr les ONG, mais aussi les territoires, les villes et surtout les entreprises, le secteur du business. Alors comment ça s'est manifesté, cette mobilisation ? C'est particulièrement vrai, puissant à Paris.
C'est particulièrement vrai à Paris, ça a démarré un peu plus tôt, ça a démarré à peu près 1 an et demi plus tôt. En fait, à Lima, à la COP20, l'ONU avait mis en place l'agenda des solutions qui visait justement à mobiliser ces acteurs. Et une des raisons, c'était d'éviter l'attentisme de certains pays, que ce soit des pays développés ou des pays émergents, qui jugeaient les politiques climatiques trop coûteuses, trop risquées pour leur économie. Donc cette mobilisation s'est faite sous différentes formes. Alors si on parle du business, des industriels en particulier, d'abord, ils étaient jusque-là observateurs. Donc il y avait des conférences sous forme de side event qui accompagnaient les COP. Là maintenant, on a des conférences internationales chaque année. Je pense au Business Climate Summit ou au Sommet Climate Change, par exemple, qui réunissent les acteurs sur cette thématique du climat et dans une démarche continue. Ça se concrétise. Les gaziers contribuant aussi. Et les gaziers contribuent. Ça se concrétise aussi par des processus de dialogue. Le gouvernement français avait mis en place un business dialogue qui associait des grands patrons de groupes internationaux et des gouvernants pour préparer la COP. Et puis enfin, ça s'est concrétisé sous forme de coalition d'entreprises, alors soit pour montrer que des solutions au changement climatique existent déjà, sont sur étagère, et donc aider les gouvernements à négocier, sachant que derrière il y a des solutions, soit pour faire évoluer les dispositifs réglementaires pour favoriser le déploiement rapide de ces solutions. Alors l'industrie gazière, bien évidemment, était très partie prenante. Donc on a eu des coalitions sur l'amont avec l'OGCI, par exemple, l'Oil and Gas Climate Initiative, ou la CCIC, la Climate and Clean Air Coalition. Et puis au niveau de l'aval, eh bien à notre niveau, à l'AFG, on a souhaité aussi apporter notre contribution. Et donc on a publié quelques temps avant la COP21 une petite brochure. Petit livre vert, on va dire. Un petit livre vert, oui, avec la planète entre nos mains, qui présentait une petite dizaine, 9 actions de l'AFG, de ses membres, pour lutter contre le changement climatique. Alors avec deux volets, je dirais. Un premier volet qui est l'exemplarité. Parce que, bien évidemment, le gaz naturel et GPS sont des énergies émettrices de gaz à effet de serre, de CO2, mais aussi de méthane. Et donc, on a 2 ou 3 actions qui présentent des dispositifs pour réduire, par exemple, les émissions de méthane sur le réseau. Par exemple en évitant les mises à l'atmosphère lors de travaux avec des dispositifs mobiles, pour limiter l'évaporation dans les terminaux méthaniers. Et on a aussi des dispositifs à plus long terme, notamment on avait inscrit une action sur le CCS, alors qui aujourd'hui fait encore beaucoup débat. Comme le disait Jérôme tout à l'heure, techniquement, ça marche. Après, on a beaucoup d'interrogations sur son potentiel, son acceptabilité sociale et son économie. Donc ça, c'est le premier volet. C'est l'industrie gazière voulait montrer qu'elle était exemplaire et qu'elle agissait déjà sur ses émissions. Est-ce qu'on peut citer à ce point de vue une action qui, parmi les autres, a peut-être été plus performante que d'autres en termes de premiers résultats ? Alors, la plus performante, je ne saurais dire, on n'a pas mesuré. Il y a eu plusieurs actions, des actions sur le méthane, des actions sur le CO2. Comme je disais, des actions par exemple pour limiter les mises à l'atmosphère lors de travaux, des actions aussi par exemple pour optimiser le fonctionnement des compresseurs, des stations de compression sur un réseau de transport, et donc limiter les sollicitations et donc limiter les émissions de CO2. Donc il y a eu toute une panoplie d'actions, mais on n'a pas, je ne pense pas qu'on ait de quantification précise à ce jour. C'est un peu tôt pour le... Oui, c'est un peu tôt. Alors, je précise dès maintenant que d'ores et déjà, on a souhaité rendre compte de l'avancement de ces actions, et donc on a une deuxième brochure qui doit être disponible sur les stands d'ExpoGaz, qui présente l'avancement de ces actions. Qui actualise en fait la mise en œuvre des actions. C'est ça, et qui fait le rapport d'étape à ce jour. Le deuxième volet, et puis je vais aller assez vite, je ne vais pas citer toutes les actions, le deuxième volet, c'est montrer que l'industrie gazière apporte des solutions et que l'utilisation du gaz permet effectivement de lutter contre le changement climatique. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, malheureusement, je n'ai pas le temps, je pourrais y revenir si vous avez des questions sur le sujet, mais bien évidemment,
Dans ces actions, on a identifié le switch entre le charbon et le gaz, qu'évoquait Mel également. C'est sûr que quand on passe de 800 grammes de CO2 par kilowattheure pour les meilleures stations, centrales charbon, à 450 voire moins avec des CCGT, on a un gain immédiat. La France est peut-être moins concernée par ce relais, mais quand même. Il reste 3 centrales charbon, à ma connaissance, en France, mais effectivement... Moins concernée que nos voisins allemands. Oui, nos voisins allemands, nos voisins polonais sont beaucoup plus concernés que nous. Des actions sur le gaz carburant, on pourra y revenir aussi, avec, Jérôme le disait, moins 23% quand on compare à l'essence, et jusqu'à moins 82% si on met du biométhane. Des actions donc sur le gaz vert, avec cet aspect économie circulaire qu'a évoqué Didier Holleaux, et l'avantage d'avoir un réseau qui permet aussi une coopération entre les territoires. Ça, c'est quelque chose de très, très important. Et puis, enfin, des actions que je n'ai pas le temps d'évoquer, le Power to Gas qu'on a rapidement cité. Gardez-en quelques-unes pour le débat avec la salle. Et puis la cuisson propre. Je voudrais juste terminer par un point qui me paraît important, qu'on n'évoque pas souvent sur le rôle que peut jouer le gaz dans la transition énergétique. Et c'est vrai, sans doute dû au fait que lorsqu'on parle de changement climatique, on pense souvent à la réduction des émissions, à l'atténuation, mais on oublie parfois la question de l'adaptation. Le changement climatique, il est déjà en cours. On le voit malheureusement avec les événements climatiques ce jour même encore. Il est déjà en cours et on sait qu'il faudra s'adapter. La COP21 a remis le sujet sur le devant de la scène avec l'intervention des pays insulaires que j'ai évoqué tout à l'heure. C'est des coûts faramineux pour l'économie. Je crois que j'ai lu récemment qu'en 2016, on avait chiffré à peu près 180 milliards de dollars le coût des 1000 événements qui avaient été enregistrés dans l'année. Donc c'est extrêmement important. Et pour le système gazier, ayant en tête que c'est un système énergétique qui est beaucoup plus résilient que le système électrique, je pense qu'il y a un axe, une piste de réflexion. Et c'est pour ça que j'ajouterais aux pistes qu'évoquait Jérôme Ferrier en introduction, aux pistes de recherche. Je pense que réfléchir à un système gazier qui serait complètement autonome et qui pourrait fonctionner complètement lorsque le réseau électrique est par terre, ce qui arriverait malheureusement de plus en plus à l'avenir et dans de nombreuses régions. Je pense que c'est une piste de recherche qui est intéressante, même si aujourd'hui le gaz est déjà très résilient. Voilà. Merci beaucoup, parce que c'est effectivement des points très importants. On peut applaudir Hervé Casterman. Enfin, pour terminer notre premier tour de table, merci à Dominique Maucly. Peut-être nous dire donc son point de vue du bilan positif. Certains parlaient du bilan globalement positif dans d'autres domaines qui sont de préhistoire en politique, mais sur le sujet du climat et de la contribution gazière, bilan très positif dans les premières années de l'après-COP21, moyennement positif. Quels sont les aspects un peu négatifs éventuellement? Il faut en parler. Moi, je vais apporter un regard un petit peu différent. D'abord, pour dire que, certes, la COP21, ça a été un grand moment. Ça a initié une dynamique qui est toujours présente, avec en particulier une belle mobilisation, comme ça a été dit tout à l'heure, des acteurs privés à côté des gouvernements. Mais en fait, globalement, on ne va pas assez vite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 2 ans après, moi, l'impression que ça me donne, c'est qu'en fait, le climat continue de se dégrader, que les émissions continuent d'être faites, qu'un certain nombre de pays n'a pas basculé. Et donc, moi, le message que je veux vous faire passer, c'est qu'il y a urgence. Aujourd'hui, il faut s'en occuper, il faut continuer de s'en occuper. Et bien évidemment, l'industrie gazière doit être un exemple, mais c'est aussi un élément extrêmement fort que de faire passer ces messages qui sont... Les choses, elles se passent maintenant, et si on veut qu'elles se passent maintenant, ce n'est pas en imaginant des solutions qu'on mettra en service dans 30 ans. Donc le stockage Power to Gas, par exemple, finalement, ce qu'on peut essayer de viser, c'est des stockages de quelques dizaines d'euros par mégawattheure, là où on imagine des choses en batterie, où ça va coûter quelques milliers d'euros. Donc si on veut faire les choses, il faut passer à des solutions qui sont des solutions concrètes. Alors qu'est-ce qu'on a fait, nous, chez TIGF, concrètement? En fait, on a mis autour d'un thème l'ensemble de notre innovation. C'est un thème qui colle avec ce qu'on est dans les territoires et ce que font nos territoires. Alors vous n'êtes pas sans savoir que la région Occitanie a
a lancé un grand programme autour de tout ce qui est positif et bilan positif. Nous, on a lancé notre projet qui fédère l'ensemble des énergies de la maison autour de le bilan environnemental positif. Notre objectif, c'est qu'en 2025, on ait un bilan environnemental positif pour le groupe TIGF et qu'on soit à bilan neutre en 2020. Vous allez me dire, mais comment vous allez faire? Moi, j'ai des chiffres. C'est ce que j'allais vous poser comme question. On a diminué de 30% nos émissions de gaz à effet de serre depuis la COP21 et on va continuer de le faire. En 2 ans, là. En 2 ans. Et on va continuer de le faire pour être justement à un bilan neutre. Et ça passe par des actions sur le réseau. Ça passe aussi par les investissements. C'est mettre dans tous les critères d'investissement le fait qu'on veut minimiser et les émissions de CO2 et les émissions de méthane. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples, comme vous avez fait, par exemple, pour ces 30%? Typiquement, en fait, quand on change les solutions de compresseurs, au lieu d'avoir des compresseurs qui émettent certaines quantités de CO2, on réduit les émissions de CO2 de ces compresseurs. Quand on récupère et quand on fait une remise en gaz de canalisation, on récupère le méthane qui, jusque-là, lorsqu'on faisait la remise en gaz, partait à l'atmosphère. Donc voilà tout un tas de solutions qui sont maintenant des solutions qu'on peut déployer sur l'ensemble du réseau qui permettent de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Alors en plus, l'industrie gazière, elle sait parfaitement faire ça, parce que depuis longtemps, quand on passe nos canalisations, en fait, on applique un principe qui est tout bête, qui est éviter, réduire, compenser. Et bien, si vous appliquez ça à toutes vos installations, et ben, vous allez tenir vos objectifs. Et moi, je pense qu'on fera même mieux que les objectifs, parce que derrière tout ça, il y a aussi, dans l'innovation qu'on déploie sur Power to Gas, etc., il y a l'idée vraiment du gaz dans l'économie circulaire. Aujourd'hui, on imagine effectivement que le CO2 et l'hydrogène peuvent être combinés dans une problématique de stockage de gaz. Mais finalement, quand on utilise une pile à combustible au méthane, le CO2 ou le CO qui sort, il est propre. Pourquoi est-ce qu'on ne le réutilise pas pour refabriquer du méthane et pour le réinjecter dans la machine? Donc moi, un de mes rêves, c'est le bâtiment au GNL qui maîtrise ses émissions de CO2. Donc non seulement on remplace quelque chose qui est polluant, mais en même temps on recycle. Et ça, c'est le challenge que je lance à l'ensemble de la communauté gazière, c'est maintenant, faisons en sorte que le gaz rentre pleinement dans l'industrie et dans ce qu'on appelle l'économie circulaire. Ce n'est pas pour tout de suite, mais on a déjà plein de choses concrètes qui existent. Il y a un mot peut-être en comparaison. La France est en pointe dans ces évolutions rapides, selon vous, ou par rapport à l'Europe déjà? Non. Au reste de l'Europe? Non, la France, elle est rapide et plus rapide que les autres sur les territoires. Parce que les territoires, plus qu'ailleurs, et c'est une des raisons pour lesquelles il y a eu une belle dynamique au moment de la COP21, nos territoires ont pris conscience, et chacun des individus a vraiment intégré dans son comportement individuel la nécessité de faire attention. Mais par contre, du point de vue des technologies, je pense qu'il se passe aux États-Unis bien plus de choses en termes d'innovation que chez nous, parce que, en particulier dans le gaz, c'est leur énergie primaire. Nous, on reste sur des modèles qui sont des modèles anciens. Donc l'innovation, une partie de cette innovation, il faut aller la chercher dehors. Et d'ailleurs, on a bien vu que sur tout ce qui est biométhane, on est allé chercher dans les pays du Nord. Donc là aussi, il ne faut pas trop se gargariser. Il y a plein de choses à aller chercher. Il faut les mettre sur la table, mais elles ne sont pas nécessairement chez nous. Merci beaucoup. D'ailleurs, on évoquera avec chacun des intervenants, mais Mel Hydréos en particulier. Mais on applaudit Dominique Maucly. On évoquera aussi les forces d'innovation venant des acteurs de la société civile, nonobstant les discours politiques, parce qu'il y a l'échelon politique et il y a l'échelon de la société civile. On a vu, d'ailleurs c'était rappelé par M. Casterman en particulier, que les acteurs de la société civile, entreprises, mais ONG aussi, sont des forces et des puissances d'évolution et de transformation. On peut se demander, est-ce que ce n'est pas plus puissant que des paroles de certains, y compris chefs d'État? On en parlera peut-être, on va écouter les questions de la salle, s'il en est. Merci, soyez à l'aise pour lever la main pour ceux ou celles qui souhaitent questionner nos experts et les personnalités réunies ici sur les évolutions attendues par l'industrie gazière en particulier concernant la lutte contre le réchauffement climatique, un sujet qui concerne tout le monde. Monsieur, merci beaucoup de votre élan et votre question d'avance. Merci. Oui, bonjour, je suis Joël Petsac, je dirige le comité français de butane propane. On est membre de l'Association française du gaz.
Au niveau de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la question des îles, des territoires insulaires est un sujet qui n'est pas vraiment accessible au gaz en réseau, qui est accessible potentiellement par du gaz naturel liquéfié, mais avec des critères de seuil économique, je suppose, où toutes les îles ne sont pas accessibles par le GNL, et pour cela, les GPL, les butanopropane, qui sont les petits frères du gaz naturel, puisqu'on est aussi des gaz naturels, c'est la minute de publicité. Et donc je pense qu'en termes de gaz advocacy, autant en France, on arrive... Hervé en a parlé, le GPL fait partie du discours de l'Association française du gaz. On l'entend beaucoup moins au niveau européen et on l'entend encore moins au niveau international, même si la GU a un petit peu intégré dans son message. Donc la prochaine étape, je crois qu'à la COP 23, enfin, les Fidji doivent organiser une des prochaines COP. L'enjeu pour les îles, c'est quelle est l'alternative à la production d'électricité par le fioul. Le GNL en est une, mais est-ce qu'à Saint-Martin, par exemple, la centrale au fioul peut être remplacée par une centrale au gaz économiquement viable? Et par exemple, à Saint-Martin, où en sont aujourd'hui les éoliennes, après des vents de 300 km/h, est-ce que les capteurs photovoltaïques sont opérationnels? Et s'ils ne le sont plus, quand est-ce qu'ils pourront l'être? Et est-ce que la centrale au fioul peut être facilement remplacée par une centrale au gaz? Merci. C'est un cas particulier, mais très important pour ceux qui sont habitants et dans ces zones insulaires. Qui veut répondre sur le cas particulier des zones insulaires et peut-être compléter le propos à cette occasion-là? Merci, Mel Hydreus, si vous voulez. Yeah, I just wanted to say that we've got a great relationship with the World LPG Association. James Rockwell, the executive director, is very close to us. He'll be attending our council meeting in October in Tokyo. And we've also, for the World Gas Conference next year in June in Washington, we're working together to collaborate on a joint promotion of LPG. We see, particularly in the developing world, LPG playing an important role in penetrating markets that ultimately will be large enough for infrastructure to be built for natural gas. So we see the synergies between our two products are there, particularly in the developing world, and we're trying to work much closer together. Merci. Quelqu'un veut compléter avec Esterman? Juste un complément, effectivement. Enfin, ça rejoint la question de l'adaptation que j'évoquais tout à l'heure. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a sans doute une croyance. Enfin, aujourd'hui, on va vers une électrification massive des usages énergétiques un peu partout dans le monde, parce que c'est vrai qu'il est relativement facile et relativement économique de décarboner le secteur de la production d'électricité, surtout quand on voit l'évolution des technologies, enfin, le coût du photovoltaïque. Je pense que personne dans la salle n'aurait imaginé il y a 5 ans qu'on en soit là aujourd'hui, à des coûts qui, dans certaines régions du monde, sont en dessous de 30 € le mégawattheure. Donc, on a un peu tendance à vouloir tout électriser, tout électrifier, mais sans prendre en compte cet aspect de résilience. Et je crois que c'est vraiment un point important à tous les niveaux, dans toutes les situations. Alors bien sûr, les situations insulaires, puisque là l'adaptation, les gens sont forcément sensibilisés, mais même dans des régions plus continentales, il y a sans doute des réflexions à engager pour la complémentarité des différents systèmes énergétiques pour améliorer la résilience. Merci d'évoquer cette notion de complémentarité aussi, effectivement, à prendre en compte dans les différentes palettes énergétiques sur lesquelles il faut des évolutions, voire des transformations. Y a-t-il d'autres questions? Moi, j'aimerais bien, elles vont venir, n'hésitez pas, mais évoquer quand même la question. Merci, monsieur, de vous présenter. Un micro va vous parvenir. Monsieur, au deuxième rang, allée centrale, si un micro peut lui parvenir. Merci. Sachant que nous compléterons après le débat. Merci. Je suis Patrick Pell, Association française du gaz et Union internationale du gaz. Alors, j'avais en mémoire cette roadmap 2050 de l'Union européenne qui prévoyait une augmentation de la part du gaz, mais principalement pour produire de l'électricité,
jusqu'à sa disparition complète dans les années 35, 40, 2040, hein, et pour favoriser les énergies renouvelables. Alors, comme on sait bien que, ça a été rappelé tout à l'heure, qu'une politique énergétique, c'est avant tout de la réglementation ou de la régulation, je voulais savoir s'il y avait une inflexion dans cette vision européenne, ou est-ce qu'on a encore un travail de lobbying important à effectuer pour donner au gaz naturel et au gaz renouvelable toute leur place dans la stratégie énergétique de l'Europe. Merci beaucoup. Qui veut bien compléter le propos qui a été pour partie déjà évoqué, mais qui mérite des précisions, effectivement, sur l'horizon, on va dire, 2050. Oui, je dirais, il n'y a pas d'inflexion dans un sens, c'est-à-dire que, en ce sens que l'électrification est toujours considérée comme étant la panacée, mais il y a une inflexion dans le sens où on se dit que le gaz doit remplacer le charbon. Voilà, on va lire un peu d'une manière un peu abrupte. Donc c'est déjà ça. La seule, je dirais, le point d'attaque qu'on arrive à avoir et qui est intéressant en termes d'électrification, au-delà de la stabilité des réseaux et de ce genre de sujet un peu plus technique, c'est l'accès à l'énergie et la précarité énergétique. Parce que dans les multiples articles de propositions législatives qu'a publié la Commission le 30 novembre dernier, dans les 5000 pages, il y a une partie qui correspond aux chiffres et au prix en fait de l'énergie en Europe. Et quand vous regardez cette partie-là, vous vous rendez compte qu'en moyenne, en 2015 en Union européenne, l'électricité était 3 fois plus chère au kilowattheure que le gaz. Donc c'est pas 1 fois et demie, c'est pas 2 fois, mais c'est 3 fois, toutes taxes incluses. Alors si on enlève les taxes, c'est 2 fois plus cher. Donc c'est pas du tout un appel à augmenter les taxes sur le gaz, parce que quand on va dire ça, évidemment, on va y avoir des petits esprits malins qui vont dire ah ben voilà, on a trouvé la solution. Mais c'est simplement pour montrer que le gaz et pour l'accès à l'énergie, c'est primordial. Et ça, c'est quelque chose qui est on va dire un angle que l'on développe au-delà, encore une fois, de la stabilité des réseaux, que l'on développe de plus en plus à Bruxelles. Mais Dominique, je vois que tu voulais réagir toi aussi. Oui, non, mais je suis d'accord, tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. Je pense qu'un des problèmes à Bruxelles, et un angle d'attaque qu'il faut absolument qu'on ait, c'est l'approche économique. L'approche économique, comme tu viens de le dire, sur le coût des énergies. Et il ne faut pas qu'on ait peur de parler, nous, de coût du CO2. C'est-à-dire que tant qu'on n'aura pas de prix du CO2, à Bruxelles, on ne progressera pas. Donc c'est ça qui doit être une des priorités de l'ensemble de nos industries, que de faire en sorte qu'il y ait une vraie économie qui se mette en place dans ce domaine-là. Merci. Bien sûr, intervenez avec peut-être un aspect qui me vient à l'esprit suite à votre question, sur le continent européen en particulier, mais pas seulement. Si j'ai bien compris, le gaz peut être entre guillemets vendu comme un substitut au charbon pour des pays nettement plus que la France producteurs de charbon, confèrent nos amis voisins allemands, mais aussi d'autres pays sur notre planète. Comment produire davantage ce substitut pour ces pays-là et les convaincre d'accélérer cette transition, qui est une forme de transition à la fois énergétique et écologique? Je pense à l'Allemagne et aussi à la Chine. Monsieur, je peux peut-être répondre là-dessus. Oui. Pour nous, la solution passe par le prix du carbone, comme ça a été évoqué. Au sein d'Engie, on milite depuis de nombreuses années pour le prix du carbone, parce que c'est pour nous la façon la plus vertueuse de rassembler tous les acteurs dans cette lutte contre le changement climatique. Alors en Europe, il existe un marché dit de l'ETS, l'Emission Trading Scheme, qui un marché de quotas, mais qui aujourd'hui ne donne pas les résultats attendus. Alors certes, l'Europe respecte
grosso modo ces objectifs de réduction, mais c'est pas lié à l'existence des quotas. Et le prix du quota, bon, qui vient de se réveiller ces derniers jours, mais est resté très longtemps aux alentours de 5 €, parce que le marché était défaillant, parce que tout simplement on n'avait pas anticipé la crise économique, et que donc on a continué à distribuer beaucoup de quotas depuis 2008-2009. On a un excédent qui est de l'ordre de 2 milliards et demi de tonnes de CO2, donc à peu près 140% les allocations annuelles, et donc ça a continué à maintenir ce prix déprimé. Donc là, avec les négociations en cours, ce qu'on appelle la MSR, les acteurs commencent à reprendre confiance et le prix du CO2 monte encore un petit peu. Donc je n'ai pas regardé aujourd'hui, mais on doit être dans les 7 ou 8 € la tonne, mais c'est très largement insuffisant, et comme le disait Dominique tout à l'heure, il faut aller beaucoup plus vite. Et au niveau international, des grands économistes que sont Stern, Nick Stern et Stiglitz ont animé une commission et ont fait leurs recommandations qui, pour 2020 par exemple, indiquaient que le prix du CO2 devait être à minima de 40 à 80 $ la tonne. On en est très loin aujourd'hui, y compris en Europe. Donc tant qu'on n'aura pas un prix du carbone beaucoup plus élevé, eh bien, les producteurs de charbon, notamment la Pologne et l'Allemagne, continueront à l'utiliser. Enfin, d'un point de vue économique, ça fait sens. D'un point de vue politique, Monsieur Hydréos, est-ce que vous pouvez répondre aussi sur cet enjeu planétaire, finalement, où le gaz apparaît comme un bon substitut à certaines énergies fossiles, et en particulier le charbon? I think we can take some lessons from urban air quality and move it across to CO2 emissions. Because the IGU has produced 2 recent reports on case studies of where municipalities and cities have taken leadership in improving their air quality. And what's interesting about that approach is it's really a bottom-up approach as opposed to a top-down. It's the municipality of Beijing that finally said, enough is enough. Our citizens are getting sick with the quality of the air. We have to do something about it. Berlin did the same thing. Dublin did the same thing. New York did the same thing. And Istanbul did the same thing. So we're seeing leadership on the air quality issue from a real ground-up perspective, not a top-down. Krakow, one of the most polluted cities in Europe currently, is taking on the challenge of cleaning up their air in Poland by eliminating coal from home heating. They've got incentives out for the conversion of systems to gas. So despite what the federal government in Poland might think about coal, here is a city that's taken on the leadership to clean up the air. So I think cities actually are very important, and the mega cities are very important to lead this transition and to really set some targets around climate change and deliver on that value. But we tend to always think it has to be a top-down approach. And that's something that I think as an industry, we really need to rethink. Oui, Mel, tu as raison, mais en même temps, en Silésie et autres régions polonaises, ils ne changent pas du tout la génération électrique à partir de charbon. Donc c'est un bon premier pas, mais ça ne suffit pas. Et pour basculer du charbon vers le gaz, ils font exactement ce que disait M. Casterman. Il faut augmenter le prix du CO2. Et moi, je trouve que la France et l'Allemagne, avec les nouvelles élections qui se profilent en Allemagne et celles qui viennent de se passer en France, devraient prendre une initiative d'un prix plancher du CO2. Hein. Ça me semblerait extrêmement bienvenu et ça aurait un effet entraînant, évident sur les pays limitrophes. Merci d'évoquer ce paramètre très important du prix, mais aussi merci à M. Hydréos. Et ça marche. Quand on regarde en Angleterre, ça marche. L'Angleterre utilise moins de charbon qu'en 1935. C'est assez remarquable, quasiment à zéro aujourd'hui. Et je souligne quand même l'intérêt de la démonstration de M. Hydréos sur en fait, quels que soient les discours étatiques
et des systèmes démocratiques et ceux qui le sont moins ou pas. On voit émerger une logique d'administration locale, où on voit bien que les pressions des habitants, et y compris des administrations locales, quand elles sont, on va dire, semi-démocratiques, sont obligées d'évoluer dans les grandes mégapoles. Et ça ne veut pas dire que ça soit le seul levier de transformation. Il y a ce que vous évoquez, la donnée prix est fondamentale en économie. Mais en politique et en société, les enjeux d'évolution des collectivités locales, ce sera l'objet d'une table ronde passionnante demain dans la matinée sur les territoires, est un levier extrêmement important. Et on a vu effectivement les acteurs publics et privés converger localement pour faire bouger les lignes des comportements et des usages. Donc voilà, merci beaucoup pour ces propos qui sont en fait complémentaires de vous deux sur cette table ronde, et d'ouvrir des perspectives en ce sens et d'être optimiste quand même sur des pays dont on voit que le rythme national n'est pas aussi élevé qu'on le souhaiterait. Y a-t-il d'autres questions? Monsieur, merci. Bonjour, Alain Mille, GRDF, directeur du développement gaz. Moi, je partage tout ce qui a été dit, et notamment les deux grands points qui ont été développés, à savoir que le gaz était le meilleur backup des ENR, et également que pour produire l'électricité, il vaut mieux remplacer les centrales charbon qui produisent 800 grammes par des centrales gaz qui produisent 400 grammes. Pour autant, il me semble que dans le discours, il y a un point qui manque, qui est l'utilisation du gaz directement chez le client final. On a un peu le sentiment, à entendre ce qui a été dit, que finalement la bonne utilisation du gaz, c'est de fabriquer de l'électricité de manière centralisée, alors qu'en fait, lorsqu'on utilise directement le gaz chez le client final, dans une chaudière par exemple, on n'émet pas 800 grammes ni 400 grammes, mais plutôt 200 grammes. Et n'oublions pas qu'on est en Europe 100 millions de chaudières, donc 100 millions d'installations gaz directement chez le client final. Et il me semble que le discours autour de l'utilisation décentralisée du gaz contribue également à la décarbonation du système, est un peu absent de ce que j'ai pu entendre. Voilà, donc je voulais vous demander de réagir à ça. Ça a été dit, mais on peut le développer sur la décentralisation d'usage du particulier ou des particuliers du gaz. Je pense qu'effectivement, ça n'a pas été cité, mais sur le fond, c'est absolument pas absent de nos discours. Et je crois que quand on parle de biogaz, de connexion de centrales de biométhane, de boucles locales, etc., on parle de ça. Je pense qu'on n'en est pas encore à parler de génération de gaz au niveau individuel et dans les maisons, mais par contre, utiliser nos réseaux dans des applications qui sont plus locales, ça fait bien sûr partie de l'avenir et de l'économie du gaz au sens large. Voilà ce que je pense. Je pense que par ailleurs, effectivement... Juste un point là-dessus sur les infrastructures. Vous êtes l'un des spécialistes en ce domaine. En France, on a l'impression, mais peut-être à tort, je suis un peu monsieur novice en ce domaine, que par rapport à certaines énergies renouvelables, finalement, l'usage localisé, décentralisé, dont l'enjeu est important, est un peu moindre pour le gaz que pour d'autres types d'énergie d'avenir. En fait, ce qui se passe, c'est que l'avantage du gaz, c'est qu'en fait, nos infrastructures, elles existent et qu'il n'y a pas besoin de les faire évoluer pour connecter ce qu'on a besoin de connecter. Le défaut, comme toutes les autres, c'est quand il faut adapter le réseau pour se rapprocher d'une utilisation délocalisée, il faut faire une petite infrastructure nouvelle. Mais là aussi, il faut utiliser l'intelligence qu'on a dans nos projets d'investissement pour faire en sorte que quand on a un raccordement à faire, un nouveau raccordement, on le fasse intelligemment, et ça, c'est toujours possible. L'autre avantage, c'est qu'effectivement, comme c'est tout enterré depuis de longues années, l'acceptation par le public de ces infrastructures est en général assez bon. Donc c'est pour ça qu'on est un petit peu moins gêné en général. Ceci étant, vous avez aussi sur les maisons les panneaux solaires avec une économie qui est une économie qui est fermée sur la maison et qui s'intègre tout à fait dans les infrastructures qui existent. Donc sur le local, c'est-à-dire au niveau des bâtiments, les avantages électriques et gaz sont à peu près équivalents. Par contre, dès qu'on commence à penser à de la distribution et à une distribution locale ou à des raccordements des réseaux, c'est plus simple de le faire avec nos réseaux. Oui, Monsieur Hydreos. I mean, just on that issue, let's not forget that one of the greatest innovations is around FLNG. Because FLNG is opening up markets
for natural gas that before were not accessible because of their size. We can go into much smaller countries now, and a lot of countries are coming on board now, being served, because the infrastructure cost is very greatly reduced through FLNG, and the availability of that is making countries like Lebanon be gas-consuming countries. So it's a great innovation. Let's not forget about that, because it is truly opening up a lot of markets for us. Bien, merci beaucoup. Y a-t-il une dernière question pour cette première table ronde du Congrès en plénière? Écoutez, je crois que des magnifiques ateliers vous attendent. Il y a également l'inauguration de Expo Gaz qui va être faite par le président et ses partenaires. Merci beaucoup. On peut applaudir nos participants.